Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Comundi Compétences, donc organisme de formation. Nous vous proposons plusieurs rendez-vous là, cette semaine, la semaine dernière et puis également la semaine prochaine par rapport à tous ces nouveaux défis que nous avons à relever en cette période de confinement. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Stéphane Diebold pour animer ce webinaire sur l'animation donc à distance des réunions et entretiens, puisque vu le contexte actuel, nous sommes obligés un peu de revoir complètement nos pratiques et puis d'animer donc nos différentes réunions à distance. Et on va voir donc avec Stéphane comment les dérouler au mieux. Donc Stéphane, vous êtes consultant formateur en innovation de la formation et en management. Vous êtes président de l'AFEN, Association des responsables formation. Vous avez lancé une radio, format radio autour de la formation d'entreprise et des usages numériques. Et puis, vous avez également été avant directeur formation. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer sur toutes les bonnes pratiques, les nouveaux réflexes à adopter pour pouvoir réussir ces réunions et entretiens à distance. Donc, pour tous les participants, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire via le chat qui est sur votre tableau de bord. Et puis, comme ça, Stéphane pourra y répondre au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse la parole, Stéphane. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ces 2 heures qu'on va passer ensemble. Vous allez savoir tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur l'animation des réunions et des entretiens à distance. En remerciant Comundi d'avoir réagi face au confinement, parce que c'est pas toujours évident de se mobiliser, surtout quand on est un grand organisme, dans ces cas-là, d'arriver à le faire. Donc ça, c'est très bien. On va profiter de ce moment pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez le chat, n'hésitez pas à vous exprimer, toutes les questions sont bonnes. On va présenter d'abord, partir un peu large, de façon à expliquer le travail à distance, mais très rapidement, on va partir d'outils, expliquer ce qui ne marche pas, vous donner des outils, il y a des choses dont il faut se méfier, il y a des modes aussi qui sont intéressantes, vous verrez ça avec des choses qui viennent juste de sortir la semaine dernière, donc des choses très jeunes, et puis après, on verra quels sont les trucs et astuces pour ne pas se planter sur ces réunions. Bien sûr, vu le nombre, si je ne me trompe pas, on est 171 dans ces cas-là, il ne va pas y avoir beaucoup de pratiques. Mais en tout cas, je vais vous donner plein d'éléments et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on terminera pour voir un peu comment est-ce qu'on peut organiser ça dans la durée parce que c'est un outil qui a peut-être vocation à durer. Voilà, donc si vous êtes d'accord, si vous êtes trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à mettre des pouces, à dire très bien, mettre des plus de façon à vous exprimer. Ça permet d'abord de trouver où est le chat, donc de façon à se faire la main. Et puis, ça me permet à moi de savoir si ça correspond bien à ce que vous dites avant que vous puissiez écrire complètement des choses. Alors, effectivement, moi, je suis spécialiste du management. Je crée des écoles internes. Je crée Midas, Gamevert, Swiss Life, Veolia, enfin des structures comme ça. Et donc, le management, ce qu'on peut dire sur le management à distance, c'est qu'effectivement, le confinement a donné une actualité particulière. Donc, ça veut dire maintenant, il faut réagir tant que le confinement est là. Soit on arrête de faire de la formation, soit on passe par des outils à distance. Et donc, finalement, c'est une bonne solution parce que tout le monde disait il faut aller vers du numérique, mais grosso modo, entre le fait de le dire et le fait de le faire, en général, alors bien sûr, il y a des cas particuliers, mais en général, c'était peu développé. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que d'abord, toutes les entreprises sont obligées de réagir en se disant il faut continuer à essayer de produire chaque fois qu'on le peut, quand on n'est pas des usines, quand on a la possibilité d'avoir du service et de le faire à distance. Mais aussi, on s'aperçoit que c'est une vraie demande des salariés et ça, c'est une grosse nouveauté. Je vous invite à voir l'étude de Kantar qui est sortie pendant le confinement, qui a interrogé les salariés français. 72% des salariés français disent que c'est à l'entreprise d'organiser le travail à distance. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Elles sont toutes bonnes. Je vous en présentais plein. On ne peut pas tous les faire parce que ça n'a pas de sens, mais ça veut dire qu'il faut choisir celle qui vous correspond le mieux, celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise, et petit à petit, ça vous permet de construire. D'accord? Donc ça, c'est la chose importante. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente sur le travail à distance. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a ce partage? Tout simplement, c'est que ça pose une difficulté qui est assez appréciable. Si le XXe siècle est organisé autour de la centralisation et le présentiel, ça veut dire qu'on les a tous sous la main.
grosso modo, en management, si on n'est pas très bon manager, on peut se réajuster en fonction des besoins sur le moment. Si on est à distance, on n'a pas les gens sous la main et donc c'est moins facile à la fois d'exercer à la fois son autorité et surtout de faire le suivi. Autrement dit, c'est assez étrange, si le 19e siècle était le siècle des tâcherons, des gens qui fonctionnent à la tâche, eh bien avec le travail à distance, ça repose la question de travailler avec des gens qui fonctionnent à la tâche. On parle beaucoup des freelances, etc. Il y a beaucoup de management qui se fait avec des gens qui sont extérieurs à l'entreprise. Je vous invite à regarder ce site qui est 5euros.com. Donc, vous avez des propositions pour 5 € de gens qui font des trucs assez intéressants parfois. Pour être complet, tout ce que je donne, vous allez le recevoir sur les notes parce que parfois je parle vite. Et donc, et comme on ne met pas en application, il y a pas mal de solutions qui seront sur les supports et les supports vous seront envoyés en fin de conférence par Comundi. Donc, si vous n'arrivez pas à apprendre phonétiquement, vous n'y arrivez pas de souci, vous aurez toutes les informations. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la difficulté, c'est quand on a tout le monde sous la main et qu'on travaille tous ensemble, on n'a pas le problème du contrôle. Et si le XXe siècle a bien fonctionné grâce au contrôle, on dit c'est un peu la façon de contrôler par le chronomètre, quand les gens sont chez eux, on ne sait pas bien comment faire. Et eux-mêmes ne savent pas bien comment faire. Et donc, c'est une grosse difficulté. Premier élément, on parle beaucoup de burn-out. On s'aperçoit dans les retours d'expérience, alors bien sûr, qui sont très frais, hein, je veux dire, le confinement nous permet pas d'avoir suffisamment, mais on voit des micro-signaux qui montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas organiser leur travail quand ils sont chez eux. C'est facile quand on est dans l'entreprise, on rentre dans les rituels de l'entreprise, on franchit le seuil d'un côté, de l'autre, la journée est terminée, même s'il y a une porosité. On s'aperçoit que finalement, quand on est chez soi, on ne sait pas bien comment faire. Alors, il y a ceux qui ont du mal à se mobiliser, je vais y revenir, et puis il y a ceux qui en font trop, c'est-à-dire qui ne savent pas s'arrêter. Et donc, ça veut dire que le gros problème pour chacun, avant même de parler des réunions, des entretiens, c'est d'être capable de se donner des rituels qui sont les leurs. Alors, dans les rituels que je vous propose et qui sont déjà dispensés dans beaucoup d'entreprises, alors quand on aura un peu plus de recul, on pourra donner plus de chiffres, mais j'ai donné comme indicateur le fait de pouvoir créer des pauses collectives. Si chacun est chez soi, travaille au rythme de sa maison, de sa famille, etc., ou tout seul, dans ces cas-là, ce n'est pas évident d'avoir un rythme collectif. Donc, une des solutions qui est proposée, et donc j'ai House Party qui est un logiciel qui est assez sympa pour faire ça, qui consiste à dire faisons une pause ensemble, une vraie pause. C'est-à-dire on prend une demi-heure de pause où on papote, c'est les cancans, etc. Mais ça permet de se rappeler un peu le fonctionnement. On dit comment fonctionnait, vous en êtes tout dans le confinement, comment ça se passe, etc. Et donc ça permet de se dire à certains moments, on fait ces pauses. C'est un peu les apéros virtuels que certains font aussi. C'est un peu aussi ce qu'on appelle les repas virtuels. Les gens se disent, et c'est particulièrement intéressant pour les gens qui sont confinés seuls, de se dire, ben, on mange ensemble. Voilà. Et donc, on arrive avec ces repas et donc, ça permet numériquement de fonctionner ensemble. C'est quelque chose qui est assez utile parce que ça permet de vous rappeler qu'on est un collectif et que, ben, à un moment, c'est important d'arriver à avoir la force du groupe pour travailler. Quand on est tout seul, les gens qui tout seuls s'automotivent, ce sont des gens qui sont sacrément compliqués dans leur tête. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas besoin des autres pour se motiver. Autrement dit, ce sont des sociopathes pour une grosse partie. Hein. Donc, ça veut dire que, comme effectivement, j'imagine que vous n'êtes pas des sociopathes et que moi-même, je ne me considère pas comme tel, dans ces cas-là, ça veut dire qu'à partir de là, il faut créer cette façon de faire. Donc, créons des rituels de partage qui ne soient pas que dans le travail. Bien sûr, on va réaborder les réunions. De la même façon, puisque je l'avais dit, les gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas ces rituels-là, ont du mal à travailler seuls. C'est beaucoup plus facile de voir quelqu'un travailler en face. Et donc, en réaction, je me dis, bah, alors moi, je travaille aussi parce que si tout le monde travaille, je travaille. Et donc, notre énergie et notre motivation, notre façon de mettre en œuvre, étymologiquement parlant, ça me repose sur ce que font les autres. Et donc, si les autres sont plus là, comment j'arrive à le faire? C'est un peu difficile. Alors, vous avez un outil qui est Pomodoro, qui vient d'une vieille technique qui est de 1980 à peu près. Alors là, c'est Pomodoro Tracking, où justement, vous voyez qu'on vous propose de timer votre temps, puisque la société ne vous le time plus, ben, à vous de vous auto-stimuler. Et donc, on vous demande de remplir des tâches, des to-do list,
Et donc, vous timez ça en disant ça me prend 10 minutes, 15 minutes, etc. Et puis, vous avez un chronomètre qui s'enclenche et toutes les 25 minutes, il s'arrête et vous faites une pause de 5 minutes. Alors, ça paraît un peu puéril, mais c'est très stimulant pour ce que les Américains appellent faire focus. C'est-à-dire que c'est une façon de se dire que face à cette situation-là, il faut que j'arrive à me sortir parce que sinon, si je ne me crée pas ces rituels pour m'engager, au final, je commence à me lever de plus en plus tard, je commence à avoir des rythmes de sommeil qui sont cassés, je ne m'y retrouve pas, je suis hyper fatigué, je ne travaille pas du tout. Et donc, finalement, on se laisse prendre par le quotidien. Donc, il faut se redonner une rigueur et c'est comme ça qu'on peut retravailler soi avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pareillement, tous les gens qui sont indépendants, qui travaillent là-dessus, ce sont des solutions qui sont utiles. Voilà, c'était 2 outils que je voulais souligner en amont pour dire qu'il faut préparer les gens et si soi-même on a des facilités, ne pas imaginer que les autres ont les mêmes facilités. Donc, c'était la chose importante. Donc, si vous-même, vous avez des outils de cette nature-là, qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, dans ces cas-là, très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais je pense que le préambule était essentiel. Faire des réunions. Alors, faire des réunions, en général, c'est une personne qui parle et puis d'autres personnes qui écoutent. On sait que dans la réunion, il y a dans la réunion donc effectivement Pomodoro, House Party. Donc on voit que faire une réunion en présentiel ou en distanciel, c'est pareil. Alors c'est pareil, ça veut dire quoi? Parce que si je dis que c'est pareil, c'est pas la peine de faire les 2 heures ensemble. Donc ça veut dire que voilà. Donc c'est très bien pour la personne qui a dit qu'il pratiquait Pomodoro. Donc si vous avez d'autres outils de ce type, n'hésitez pas, mettez-les. Je pense que tout le monde voit le chat, donc c'est utile pour le groupe. Une réunion distancielle en présentiel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aussi mauvaise est-elle en présentiel, elle ne sera pas meilleure en distanciel. Autrement dit, quelqu'un qui pratique la réunionnite, dans ces cas-là, il va se retrouver dans la même situation. La réunionnite, c'est quoi? C'est je parle parce que c'est intéressant, parce que je le dis. Alors souvent, c'est parce que je suis le chef. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on fait des réunions 1.0. Ce sont des réunions dites d'information. Finalement, est-ce que j'ai besoin des autres? Pas vraiment. J'ai besoin qu'ils soient là en face, mais pas forcément besoin qu'on puisse partager ensemble. C'est pénible en présentiel, c'est pénible en distanciel. Voilà. Sauf qu'en distanciel, si le groupe est assez nombreux, on peut très bien retirer la caméra, comme vous l'avez fait là, et ne pas écouter ce que dit votre chef. Donc, en la matière, ça vous permet de faire autre chose parce que finalement, ce n'est pas toujours ce qu'on fait aussi en présentiel. Donc, l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, est-ce qu'on fait une réunion pour faire semblant de faire des réunions, pour dire j'ai fait ma réunion et je peux en attester, ça a duré 1 heure, ou est-ce qu'on fait une réunion parce que c'est utile? Et donc, ça pose la question entre les réunions qui sont 1.0 ou 2.0. Autrement dit, est-ce que je laisse la main aux autres? Alors, fort de cette démarche-là, on s'aperçoit que ça repose la question à quoi me sert la réunion? Et la réunion comme l'entretien ont la même mécanique. À un moment, on réfléchit en amont, on reverra les trucs et astuces pour la préparation, mais une réunion à 3 étapes. La première étape, ça consiste à poser le cadre. Qu'est-ce qu'on va aborder? C'est une réunion de partage, c'est une réunion d'idéation, c'est-à-dire du brainstorming, des choses comme ça, etc. Quel est l'objectif de la réunion? Donc, je pose le cadre, je laisse la main aux autres de façon à savoir quelles sont leurs idées, etc. Ça leur permet de rentrer dans le sujet et de ne pas avoir le côté pénible de celui qui parle tout seul, ce que vous avez là, malheureusement, vu le nombre, mais ça veut dire aussi, et puis à la fin, je verrouille en disant, est-ce qu'on est bien d'accord tous? Et donc, ça permet de faire ce qu'on fait en présentiel. Je pose le cadre, j'amène le débat, je pilote le débat et à la fin, je verrouille en vérifiant que mes métriques soient là. Autrement dit, la vraie bonne question, que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est pourquoi je fais une réunion. Et si je ne suis pas capable de me dire cette réunion-là, finalement, ne me sert pas à grand-chose, dans ces cas-là, si je ne suis pas capable d'avoir des métriques dessus, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Une des façons de montrer l'importance des réunions, c'est qu'à la fin des réunions, il existe un plan de travail. C'est-à-dire qu'à la fin, je vous dis, une fois qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème, qu'on trouve des solutions ensemble, à la fin, on dit, est-ce qu'on est bien d'accord? Un tel, tu fais ça, un tel, tu fais ça, un tel, tu fais ça.
Ils disent oui. Donc, moi, je le note en tant qu'animateur de la réunion. Et la réunion suivante, je démarrerai par ce cahier qui consiste à dire « T'en es où de ce qui a été défini? T'en es où toi ?» Et même si les personnes n'ont pas pu réaliser ce qu'ils avaient à faire, le fait de partir de ce qui avait été la fin de la réunion permet de montrer qu'en tant que manager, c'est important le suivi. Et donc, ce n'est pas une réunion pour rien. Et comme je pars de ce qui a été dit, dans ces cas, je check et ça vous permet, vous, de faire un véritable management de la réunion. C'est-à-dire que dans cette réunion-là, si la personne vous dit ben, « je m'engage à le faire », la fois d'après, il trouve une excuse en disant « je n'ai pas pu le faire ». La fois d'après, il trouve une excuse. Vous êtes en possibilité de lui dire « ça fait 2 fois que tu dis que tu vas le faire et que tu ne le fais pas ». Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le principe des questions ouvertes pour relancer. Qu'est-ce qu'on dit pour la prochaine fois? Et donc, ça montre par cette mécanique de questionnement qu'au final, la fois d'après, ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran que ce n'est pas vrai. Et vous leur montrez par le suivi qu'il y a une cohérence de ce que vous faites. Vous n'occupez pas le terrain. Donc ça, ce sont des éléments importants. Ce qu'on ne verra pas dans cette conférence-là, parce que ça demande de la pratique, mais on le fera sur des workshops s'il y en a qui le veulent, c'est le fait de dire comment je conduis ma réunion par mon questionnement, qui est la même chose en présentiel et en numérique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne une idée, par exemple, quand on veut des idées, on leur pose des questions dites ouvertes, et donc ça veut dire comment vous feriez-vous? Non pas pourquoi vous le feriez, mais comment. Donc, on est dans l'action. Et quand la personne vous donne des réponses qui ne sont pas celles qui vous intéressent, vous faites un accusé-réception positif. Et puis, dans ces cas, vous dites qu'est-ce que vous avez d'autre comme solution? Et petit à petit, vous capitalisez. Autrement dit, une bonne conduite de réunion, vous posez bien votre cadre de façon à ce qu'on sache clairement ce sur quoi on doit travailler. Vous orientez les réponses de façon à ce que la synthèse soit collaborative. Et vous ne laissez pas la main aux autres, vous pilotez bien évidemment. Et la synthèse qui est acceptée par tout le monde, on la partage et on la verrouille. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve, mais souvent, quand on est en distanciel, on oublie les fondamentaux d'une conduite de réunion. Pareil, quand on est en entretien, quelle que soit la nature de l'entretien, que ce soit un entretien de sanction, que ce soit un entretien de félicitations, que ce soit un entretien, quelle que soit la nature des entretiens, ce sont des entretiens où, pareil, on pose le cadre, on pose la question de façon à ce que la personne s'implique. Le cadre, on le pose en général en 3-4 minutes, pas plus. La personne doit prendre 5-10 minutes pour s'expliquer. Et si elle ne s'exprime pas, vous posez des questions, vous allez chercher de l'écoute active. Et à la fin, on trouve une solution, un plan d'action. Voilà. Et ce plan d'action va servir pour la fois d'après pour dire on en est où, est-ce que finalement ça a donné les résultats que tu donnais. Et donc, bien évidemment, comme dans toute réunion, quand je fais une réunion, à la fin, je donne la réunion suivante, quand est-ce qu'on se revoit à nouveau. Donc, ce plan-là n'est pas propre, au distanciel, mais ça veut dire que souvent en distanciel, on oublie. Et comme là, effectivement, je ne vous vois pas, je parle tout seul, j'aurai une tendance à, au bout d'un moment, occuper le terrain pendant les 2 heures. Ce que je vais faire, bien évidemment. Hein. Mais ça veut dire que cette réunion est très descendante, elle est très 1.0, même si vous avez le chat qui vous permet de rebondir. On va voir très rapidement des réunions qui ne sont pas 1.0 et donc même en distanciel qui sont passionnantes. Et c'est ça l'objet bien sûr de cette présentation. Si c'est pour faire pénible, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Qu'est-ce qui pose problème dans le distanciel 2.0? C'est un problème culturel. Si aujourd'hui on redonne la main, on rend plus autonomes les opérateurs parce qu'à force d'avoir très centralisé les centres de décision, on s'aperçoit que les décisions sont lourdes et mal pensées. Dans ces cas-là, on fait le chemin inverse, on décentralise, mais à donner trop de pouvoir aux gens, alors leur donner trop d'autonomie, finalement, on ne sait plus bien les diriger. Et donc, l'avantage d'avoir une bonne mécanique de réunion, c'est qu'à la fin, les gens sont motivés par ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ils voient que quand ils ont un problème, ils ont du temps pour s'exprimer, on leur laisse de l'espace, on les valorise et donc on cherche ensemble des solutions. Voilà. Et donc ça oblige à reprendre, mais ce qui est classique dans la réunion en présentiel, ce qu'on appelle des protocoles de solutions, hein, un protocole simple. Vous posez le problème, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en face à face? Une personne vient se plaindre, etc. Il n'est pas d'accord, il n'est pas content, il vous demande un entretien, on prend un entretien que l'on organise en distanciel. La première question, très bien, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la personne, une fois qu'elle a donné sa réponse, concrètement, ça veut dire quoi? Comment tu es arrivé là? Voilà, on essaie de creuser le problème. Donc, ça, c'est la partie au départ où il vide son sac. Ensuite, on dit qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la direction qu'on peut prendre?
et donc la personne va rentrer, va sortir du problème et poser la solution, rentrer dans la solution, ben, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. La solution ne vous plaît pas, vous lui dites très bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre compte tenu de vos camarades, ceci, cela, et donc ça permet d'orienter la réponse. Et à la fin, donc là, on a le problème qui devient la solution intellectuelle, mais pour franchir le passage à l'acte, on lui dit de quoi tu as besoin, et là, on sort il faudrait faire ça, mais je rentre dans le faire, je deviens un maker, c'est-à-dire que dans ces cas, la personne, grâce à ma mécanique, mon protocole, je pars du problème, de la solution et dans l'engagement. Donc, ces mécaniques-là qu'on retrouve sur toutes les réunions ou tous les face-à-face, ça permet de vous-même apporter de l'énergie pour que les gens passent à l'acte. Hein, vous avez tous entendu parler d'infobésité, etc., de burn-out. Les gens ont de moins en moins d'énergie, pas parce qu'ils deviennent feignants ou quoi que ce soit. L'homme a toujours été feignant ou pas, suivant votre vision de l'homme, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les routines changent. Et comme on a de moins en moins de routines ou beaucoup trop de routines, dans ces cas-là, ça fait trop pour un seul homme. Et donc, ça veut dire que l'entreprise ne fait pas encore bien son travail de dire c'est ça qui est important. Et donc, au bout d'un moment, les gens sont submergés. Et comme on ne les a pas préparés à ça, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des réunions et des entretiens pour faire du management, pour que ce soit la structure qui leur permette à eux de trouver leur place. Et pas à eux de trouver leur place spontanément. Ils n'ont aucune raison de fonctionner comme ça. Donc, en fait, des réunions, on a besoin de vous pour que cette réunion soit un moment de partage, véritablement. Et un moment de partage, ben, je parle, mais je vous laisse la main. Alors, quels que soient les outils, vous avez la communication non violente, quand il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont très difficiles pour eux, donc ça demande un peu de la pratique, du travail, etc. Mais c'est ça qui fait le talent d'un manager, c'est d'être capable aujourd'hui de créer des relations avec ses collaborateurs, pas de régler un problème, mais de travailler sur la durée, donc créer de l'authenticité. Voilà, quelle que soit votre authenticité à vous, votre façon de faire. Donc, c'est à la fois cette dimension sensible qui amène la motivation, l'application, hein, tout simplement, mais aussi la façon, au bout d'un moment, de vous construire, vous, un mental pour ça. Donc, c'est une nouvelle façon, le manager du XXe siècle. Hein. Donc, c'est des choses comme ça, mais qu'on retrouve, bien sûr, sur du présentiel ou du distanciel. Si vous voulez faire des réunions qui sont, ou des entretiens qui sont à Libye, vous prenez la parole, vous parlez tout le temps, à la fin, vous dites « Est-ce que tu es d'accord ?» La personne dit oui, dit non. Souvent, si vous avez été pénible pendant tout l'entretien, bah, la personne à la fin va vous dire bah, écoutez, oui, parce qu'on sent bien que vous allez en remettre une couche. Et donc, finalement, c'était déjà pénible, on ne va pas en rajouter une couche. Donc, les gens vous disent allez, laisse tomber. De toute façon, ici, on est des marionnettes. Et donc, à partir de là, comme disait un jeune qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, on met le costume. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous avez des gens qui ne sont pas impliqués ou qui font semblant d'être impliqués tant qu'il y a de la pression, mais quand vous apercevez le vrai engagement, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas fait le boulot. Aujourd'hui, par exemple, regardez le nombre de personnes qui, et c'est très important parce que plus de 87%, je crois de mémoire, 87% des salariés demandent à l'entreprise de prendre soin de leurs salariés. C'est-à-dire que les entreprises disent on est tous une grande famille, on s'aime tous, enfin, il y a de l'amour partagé, vous voyez, du genre de discours, etc. Pas chez vous, mais chez les autres. La réalité, c'est que là, dans le confinement, on voit si c'est vrai. Ou alors effectivement, si ce sont des mots qui sont donnés, et finalement, quand les gens sont loin, on s'en fiche. Et donc, ça veut dire que et c'est le rôle du manager hein, de faire ça. Et donc, la bonne question de notre camarade, parce que je ne vois pas les noms, donc ça veut dire que vous êtes anonyme, donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que la hiérarchie dans tout ça, c'est qu'effectivement, la hiérarchie a été, au XXe siècle, c'était la hiérarchie qui était descendante, on dit top-down, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens qui pensaient ça, Taylor, sont des scientifiques qui sont mis autour de la table, des gens intelligents pour eux, ils ont créé des process. Donc après, on fait descendre, il faut que les gens les appliquent, et petit à petit, jusqu'à ce que l'ouvrier le fasse, hein, grosso modo, si on schématise. Et c'est là la logique du chronomètre, où dans ces cas-là, on est les premiers managers de proximité, c'était des flics, c'est du flicage. Hein, souvent des anciens ouvriers qui connaissaient les trucs, donc voilà, ils avaient assez d'autorité pour faire tourner la boutique. Aujourd'hui, effectivement, la hiérarchie, c'est plus cette animation qui consiste à dire je suis chef, donc vous me respectez. Je suis chef, donc sur la porte, il y a écrit « je suis chef », mais les gens disent « et alors ?» On n'est plus dans la même culture. Et donc, la réponse, vous êtes chef quand vous savez faire des animations. Autrement dit, quand dans un entretien de face à face, les deux outils de management, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le collectif et l'individuel. Donc, quand vous gérez votre collectif et les individuels avec finesse,
C'est-à-dire que vous posez un cadre, vous posez des questions, vous laissez plus de place à la discussion et après vous synthétisez. Si vous arrivez à fonctionner comme ça, vous êtes bon dans la mécanique du management. Alors après, vous pouvez être en plus authentique, hein, je veux dire, développer du leadership, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, tout le monde ne va pas être leader, hein, parce que si tout le monde est leader, il n'y a plus personne pour suivre le leader. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, ces façons de développer du management, aujourd'hui, alors dans certaines entreprises, ça se fait beaucoup. Dans d'autres entreprises, ce n'est pas du tout leur culture. C'est le chef a raison parce qu'il est chef. Et donc, ça veut dire que on fait avec l'entreprise dans laquelle on est. Hein. De toute façon, il n'y a pas de gêne. Sauf que dans certaines entreprises, ce sont des entreprises où on met sous le tapis. Les problèmes de la violence sont toujours là, mais on le met ça sous le tapis. Donc, ça veut dire que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce soit vrai ou pas vrai, vous vous retrouvez dans la même situation. Ce que vous pouvez faire, vous, quelle que soit la culture d'entreprise, c'est laisser une place à vos équipes. Autrement dit, en amont, savoir ce que je veux dire, pourquoi je dis ça, pourquoi je les réunis. Ce n'est pas neutre de réunir tout le monde. Voilà, on va y revenir. Mais pourquoi je les réunis? Et puis après, je pose un cadre qui n'est jamais neutre. Et puis après, je leur laisse la main dans mon cadre. Et à la fin, les gens se laissent porter parce qu'ils voient que d'abord, vous avez fait le boulot en amont, parce qu'au début, ils ne sont pas… Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'à la fin, il y a des solutions. Et si ces solutions-là, vous les mettez en œuvre et que la fois d'après, on en reparle, alors à ce moment-là, on dit, mon chef, il est crédible. Si effectivement, vous n'avez pas pu les mettre en œuvre, mais vous expliquez pourquoi, vous gardez votre crédibilité. Vous n'êtes pas le centre du monde non plus. Mais ça veut dire que vous en parlez. Ça veut dire que dans l'animation, au sens vous créez de la contagion émotionnelle, comme disent les neuroscientifiques, si on motive les gens, à un moment, il faut leur parler vrai. Quand je fais semblant que je n'ai pas compris ou que ce n'est pas fait ou ce n'est pas de ma faute, etc., on sent que vous n'êtes pas chef et donc en termes de hiérarchique, vous ne méritez pas votre poste. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Il y a plein de gens qui ne méritent pas leur poste. Peut-être à commencer par moi, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est un travail de cette nature-là qui se fait. Et donc, dans la culture d'entreprise dans laquelle on est, eh bien forcément, on a la culture du management. Et dans une entreprise qui est une très grande entreprise du CAC 40, on m'a dit, chez nous, il n'y a pas tant de violence que ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une priorité chez nous. Ça veut dire que la violence, on n'en parle pas. Elle existe, elle est là, parce que le monde bascule d'un monde à l'autre. Mais ça veut dire qu'on n'en parle pas, ça veut dire qu'on demande à chacun de se débrouiller. C'est plus difficile pour les managers, quand il n'y a pas de transparence dans la ligne hiérarchique, de faire leur travail honnêtement. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de très, très belles expériences de management où des gens vous avez des équipes qui se mettent contre la société pour leur manager. Parce qu'en fait, on sait que lui, il est intègre dans le cadre qui est le sien et dans un cadre, bien sûr, qui est professionnel, bien évidemment. Donc, tout le problème, effectivement, du management, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, mais qu'on ne va pas trop développer parce que sinon, au bout d'un moment, on va dépasser les 2 heures et à la fois, vous serez frustré de ne pas tout avoir, vu que déjà, vous n'aurez pas tout. Hein, donc, mais c'est une vraie question. Le problème de l'outil n'est pas l'outil, mais l'usage. Et le problème de l'usage, c'est la culture de l'entreprise. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, vous avez du flicage qui se fait, qui est plus vrai. On peut fliquer davantage avec le numérique. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Dans certaines entreprises, ça ne leur paraît pas illogique. Voilà, donc, ça veut dire que les noms m'échappent, mais ça veut dire que ça ne paraît pas gênant de filmer, par exemple, les entretiens. Ce qui n'est pas absurde, mais il faut vraiment qu'il y ait un consensus social. Est-ce qu'on filme les entretiens? Est-ce qu'on filme les réunions? Le vrai problème, ce n'est pas de les filmer, ce n'est pas très compliqué, mais ça veut dire que si je filme les entretiens de face à face ou les réunions, d'abord, le chef, on entend ce qu'il dit, et pour beaucoup de personnes, c'est une déstabilisation de leur autorité, parce qu'ils vont être jugés par leur pairs, alors que quand on est entre nous, on fait comme on veut. Hein. Ça ne libère pas la parole, et dans beaucoup d'entreprises où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on dit ce que Philippe Muret appelait l'empire du bien. On dit ce qu'il faut dire. On est tous une grande famille, on s'aime tous, il n'y a que de l'amour et du partage, jusqu'à ce qu'on en vire la moitié. On dit de toute façon, ils étaient mauvais, on reste que entre nous, on est tous une grande famille, voilà, et on reprend le même discours. Dans certaines entreprises, on n'a pas de discours, on a un discours du XXe siècle, discours bourgeois, traditionnel du XIXe siècle, un peu amendé avec le XXe siècle, mais ça veut dire que ça, c'est un problème culturel. Hein. L'outil ne change rien à l'affaire, si ce n'est qu'il faut faire attention. On a le droit de filmer, je le rappelle juste en termes de droit, à condition d'avoir le consentement de chacun. Donc, dans le contrat de travail, comme pour l'instant, ce n'est pas inscrit, dans ces cas-là, on peut le faire. Ça peut être une politique de qualité, mais on doit systématiquement les avertir et dire qu'est-ce qu'on fait, RGPD compatible, hein, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, qui les regarde, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Voilà. Et donc, bien évidemment, sinon les partenaires sociaux, complètement légitimement, montrent au créneau pour dire attention,
Là, il y a un système d'aliénation, hein, pour reprendre certains, mais qui est très important. Nous voyons la moitié de 2 pages. Est-ce que là, c'est mieux? Donc, n'hésitez pas à nous dire. Donc, sur les 3 étapes, etc. Donc, on va passer maintenant aux outils. Voilà. Oui, beaucoup mieux. Très bien, merci. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, etc. Donc, on ne voit pas la partie sociologique, mais quand on met en œuvre des mécaniques, il faut toujours penser que le XXe siècle, c'est le siècle des managers qui sont des Dexter. Hein, vous connaissez Dexter, c'est-à-dire quelqu'un qui n'ont pas d'émotion. Le XXIe siècle, ce sont des gens qui sont des gens qui amènent, qui sont impliquants, engageants, comme on dit. C'est-à-dire des gens qui suscitent l'émotion, qui développent la contagion émotionnelle. Donc, c'est un gros changement culturel. Et dans les entreprises, on prend plus ou moins de temps pour ça change, mais il y a plein de facteurs de changement qui sont en la matière. D'accord? Donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je regarde l'heure, donc je suis dans mon timing, donc ça c'est bien. Chose importante sur les outils. Les outils, on a traditionnellement des outils qui sont des outils collaboratifs. Voilà. Vous avez 2 outils collaboratifs qui sont à peu près similaires, qui sont Slack et Teams. Teams a été créé en 2017. Teams, c'est Microsoft. Donc, l'avantage dans vos entreprises, soit vous n'avez rien, prenez Slack, il est gratuit. Enfin, dans tous les usages que vous avez, après, on peut toujours acheter une version payante, mais en tout cas, la partie gratuite est très largement suffisante. Si vous avez Microsoft 365, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises suffisamment grandes, Teams est automatiquement mis gratuitement dedans. Donc, utilisez-le. Ça permet, c'est très sympa parce que ça permet, pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à marquer si vous utilisez Slack ou Teams. Dans ces cas-là, les deux sont très sympas. L'avantage, c'est qu'on peut faire des communautés, on appelle ça des chaînes à part. Donc, on peut discuter en petits groupes. On peut mettre facilement des textes, des vidéos, des choses comme ça. On peut faire venir beaucoup d'outils de l'extérieur. Donc, ce sont des plateformes. La seule différence entre les deux, c'est que Microsoft a voulu racheter Slack et Slack, très bien, voilà. Donc, Meet, effectivement, on va parler aussi de Meet aussi. Donc, on a sur Slack, la seule différence, c'est comme ils n'ont pas fait comme font les grands quand ils n'ont pas pu racheter un petit, finalement, ils le copient, ils font un CTRL-C, CTRL-V et ils ont fait Teams. Voilà. Donc, les deux sont similaires, les deux se développent de façon extraordinaire, les deux sont pratiques, il faut rentrer un peu dedans, mais c'est suffisamment ergonomique pour pouvoir rentrer dedans. Donc, demandez à la boîte quelles sont les pratiques. Sinon, si vous avez des équipes et que c'est vous qui devez porter la boîte, dans ces cas-là, choisissez un des deux suivant ce que vous avez. Les deux sont très bien. Je voulais juste revenir sur le fait de dire Slack et Teams, ça permet de travailler sur de l'écrit, c'est-à-dire qu'on a tout l'historique de ce qui est donné. Voilà, donc c'est ça qui est pratique dedans. Donc ça veut dire quelqu'un qui ne pourrait pas participer en temps réel aux échanges ou qui viendrait une semaine après ou 2 semaines après ou un mois après, dans ces cas-là, vous auriez tout l'historique du projet. Ce qui n'est pas inintéressant. On voit les questions qui ont été posées, ça leur permet de pouvoir gérer ça. On va voir la durée des réunions à distance. Tout dépend de ce qu'on met à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit les outils pour l'instant. Chose importante, Zoom. Donc, Zoom, il y en a quelques-uns qui ont mis dans les chats très bien qu'ils utilisaient Zoom. C'est le truc à la mode. Hein. Donc, il ne faut pas se le cacher. Avec le confinement, tout le monde se jette sur Zoom pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas une grosse réflexion d'outils. Voilà. Il n'y a pas de réflexion de stratégie. Donc, dès qu'il y en a un qui a l'air à la mode, tout le monde se jette dessus. L'autre élément, c'est qu'il est très facile, très ergonomique, enfin, très bien. Et comme l'a dit quelqu'un qui est très bien et qui donne l'information que j'avais donnée, le problème de Zoom, donc si on oppose Zoom et Skype, Skype, c'est ce qui a servi de Zoom pour Teams. Voilà, donc c'est pour donner donc, la technique de Skype qui existe depuis 2003. Donc, c'est des hackers de l'Est qui avaient fait ça. Ça a été racheté par Microsoft. Et ils en ont rien fait, quoi. Voilà, pour le dire clairement. Zoom, c'est très à la mode. Le seul problème, c'est que vous avez Zoom qui a quand même, et dans les entreprises, si c'est, alors, l'outil est très bon. Enfin, si vous n'avez pas de gêne avec la RGPD, il n'y a pas de souci. Mais dans les grosses entreprises, l'usage de Zoom m'interroge. Si vous êtes responsable, vous apercevez que, comme l'a dit un de vos camarades, il y a un problème de confidentialité de la donnée. Il y a une class action qui a été menée. Zoom, jusqu'à présent, donnait, et c'est pour ça qu'il y a cette class action, mais c'était dans les conditions d'acceptation. Quand vous rentrez dans Zoom, ces conditions que personne ne lit. Voilà.
Donc, ça veut dire que si les comités de direction, comme faisait remarquer une des personnes, dans ces cas-là, choisit Zoom, le seul élément, c'est de leur poser la question sur la data. La data est systématiquement été envoyée sur Facebook, là où, donc ça doit être monétisé, pour le dire clairement, hein, parce que quand la police le demande, il refuse. Et notez bien que comme Zoom a des centres de recherche qui sont en Chine aussi, dernièrement, ils ont été épinglés. Il semblerait qu'une partie des données soit renvoyée, alors officiellement, pour améliorer l'expérience utilisateur. La réalité, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi faire, et que comme c'est en Chine, et c'est avec des institutions de recherche qui sont paramilitaires. Donc, ça veut dire que rien n'est prouvé, puisque Zoom est très récent, mais on peut se poser des questions sur la politique autour de la data. Alors, tout est bon. Après, de toute façon, le management, c'est la gestion des risques, hein. Mais il faut le savoir. Et si votre chef vous dit Zoom, c'est bien parce que tout le monde utilise, et il a raison. C'est très facile, très ergonomique, très ce que vous voulez. Mais il faut faire attention un peu à ça. Skype fonctionne très bien. Et surtout que maintenant, ils ont mis Skype Meet Now. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un Skype qui était un peu vieillissant. Ils avaient fait un Skype entreprise qui commence à être remplacé par Teams. Et donc, en fait, ils ont rendu public pour une 50aine de personnes qui peuvent venir la même chose qu'on trouve sur Zoom avec Skype. Et techniquement, Skype est beaucoup plus compatible. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais avec les protocoles de l'Internet. Donc, ça veut dire que ça passe mieux en général. À certains moments, Zoom ne passe pas et Skype passe. Le contraire est beaucoup plus rare. Donc, est-ce que vous choisissez le dinosaure ou le moderne? Tout est bon, faites votre choix. Voilà, donc certaines sociétés comme EDF interdisent Zoom, et c'est vrai que ça pose une question de confidentialité. Voilà. Il y en a d'autres qui interdisent Microsoft. Enfin, faites en fonction de ce qu'on vous donne, je veux dire aussi. Donc ça, c'était les éléments. Choisir donc un réseau de partage, hein, comme Slack ou Teams. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux grandes figures. Après, il y en a plein d'autres, hein. Zoom ou Skype. On peut voir aussi dans Zoom ou Skype, il y a aussi tout ce qui est Google Meet. Hein, tout ce qui est quand on vous autorise à travailler avec Google, l'avantage, c'est que Google, vous avez Google Meet, c'est le Hangout, mais avec plus de fonctionnalités. Et comme en général, tout le monde qui travaille en télétravail de chez soi est plutôt compatible avec l'univers Google, c'est assez facile. Et comme Skype maintenant, comme Zoom aussi, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est Skype, qui est Zoom ou qui est Google. C'est-à-dire qu'on l'envoie et la personne se connecte avec le lien, et même s'il n'est pas dans cet univers-là, il peut y répondre. Donc, ça veut dire que ce sont des outils qui sont très simples. Alors, très simple, on y reviendra, il faut avoir une prise en main, mais en tout cas, bon, vous voyez bien que c'est des outils qu'on commence à utiliser et que vous prenez en général celui que vous utilisez. Skype, qui tombait un peu en désuétude, est reparti avec le confinement, tout comme Watch Party avec de Facebook pour une partie plus privée. Mais c'est surtout quand on en connaît un, en général, et plus on est âgé, plus on fonctionne comme ça. Quand on en connaît un qui marche, on n'en cherche pas un autre. Notez que les générations Z n'ont pas cette pratique. C'est-à-dire que les jeunes, et donc j'imagine qu'il y a des jeunes aussi parmi les auditeurs, mais ça veut dire que les jeunes, eux, quand ils ont trouvé un outil, ils envoient un autre, ils vont de suite voir l'autre pour voir si c'est bon. Donc ils vont plus picorer à droite à gauche. Une personne ancienne, quand elle a trouvé un outil qui lui convient, elle le garde. Voilà. Et donc ça stabilise un peu les équipes. Et donc quand un manager a compris comment il y en a un qui marchait, comme l'outil n'est pas l'essentiel, dans ces cas-là, vous gardez le bon outil et c'est très bien. Donc, si vous avez des questions sur mythe et confidentiel au niveau du nom de l'utilisateur, absolument. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ça pose aussi la question de tout ce qui est le cryptage. Zoom n'est pas complètement crypté. Alors, c'est pas exactement ça. Zoom est crypté, mais le cryptage n'est pas un cryptage de haute définition. Autrement dit, beaucoup de hackers qui connaissent le hacking, moi je ne sais pas le faire, donc sont capables de décrypter. Hein. Et puis surtout, le stockage n'est pas crypté. C'est-à-dire que quand vous avez Telegram, par exemple, et je vais aborder cette question juste après, dans ces cas-là, c'est crypté du début jusqu'à la fin. Autrement dit, ce n'est pas que la transmission qui est cryptée comme chez Zoom, c'est le stockage, l'émission et la réception. Et ça fait une grosse différence. Hein. C'est-à-dire que chez Zoom, alors je le dis parce qu'ils ont été aussi épinglés pour ça. Ça fait beaucoup, alors évidemment, beaucoup de personnes vont dire je suis contre Zoom, pas du tout. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme Zoom est utilisé, alors qu'avant il était confidentiel, hein, avant le confinement, ils sont passés quand même de 10 millions à 200 millions hein, d'utilisateurs. Donc c'est quand même, voilà. Et donc les gens l'utilisant s'aperçoivent qu'il y a des failles.
Donc, et comme tout le monde l'utilise en même temps, c'est pour ça qu'à ce moment-là, dans ces cas-là, les gens font des remarques. Donc, toutes les remarques sont négatives. Donc, il suffit que Zoom, qui n'a pas fait encore cette démarche-là, fasse le nécessaire pour rassurer tout le monde. Et au bout d'un moment, le bad buzz disparaîtra. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Mais on s'aperçoit qu'il a été épinglé parce qu'on s'aperçoit que ce soit les notes des émissions, que ce soit les vidéos, quand elles sont stockées chez Zoom, elles sont analysées. Autrement dit, ils ont accès à la donnée et donc, ce n'est pas crypté parce qu'ils ont accès à la donnée. Et donc, ils font quoi de ces analyses? On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, ça a été identifié comme quoi ils le faisaient, donc à creuser. Ça peut être une maladresse de jeunes entreprises, mais ou pas, hein, d'ailleurs, ou une malhonnêteté. En fait, je n'ai pas de parti pris, simplement un point de vigilance, tout simplement. Un outil qui marche très très bien et très fortement, c'est WhatsApp qui explose. WhatsApp pour les entreprises. Hein. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous faites un groupe WhatsApp. Donc, vous téléchargez votre application sur votre smartphone. Tout le monde a à peu près un smartphone aujourd'hui. Une fois que vous avez votre groupe, vous mettez les gens que vous aimez bien. Et dans ces cas-là, vous faites vos commentaires. C'est un SMS, hein, vous envoyez le SMS. Vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre dessus et les gens le reçoivent. Et donc, vous avez tout l'historique dans votre groupe qui n'est vu que par les gens de votre groupe. Et comme c'est vous qui créez le groupe, c'est vous qui animez, vous sortez les gens, vous les rentrez comme vous voulez, etc., avec une grande facilité. Hein. WhatsApp avait lancé ça, on peut le faire jusqu'à 6-8 personnes où on voit les vidéos en même temps, c'est-à-dire vous voyez tous les portraits ensemble, ça permet de faire des petites réunions à n'importe quel endroit, c'est plus pratique que d'être derrière son ordinateur pour certains. L'historique est préservé, comme on l'avait vu avec Slack ou Teams, et la chose qui est très intéressante, je vais vous parler de ça, c'est ce que Instagram a fait depuis le confinement. Alors, Instagram, c'est plutôt privé, sauf que depuis le confinement, ils sont arrivés aussi à faire la même chose que WhatsApp. Les deux appartiennent au groupe Facebook. Hein, donc, ils sont mis un peu en concurrence. Donc, ils font 6-8 personnes où on voit les images des gens, donc on voit les réactions. Mais la grande nouveauté d'Instagram qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut mettre des images au milieu. Autrement dit, si vous faites un PowerPoint, vous le mettez au milieu, vous voyez l'image et vous voyez la tête des personnes qui sont dans la réunion et les gens peuvent prendre la parole pour intervenir. Autrement dit, vous pouvez mettre une vidéo, pas trop longue parce que sinon ça pose des problèmes, mais les images sans difficulté. Et dans ces cas, les gens vous expliquent à partir de l'image. Donc, les gens, vous leur envoyez l'image ou ils le téléchargeront chez eux. Mais en tout cas, on peut faire des réunions assez efficaces autour d'Instagram. C'est quelque chose de complètement nouveau, d'une fonctionnalité qui n'était pas extraordinairement utilisée sur Instagram. Donc, suivant ce que vous avez l'habitude de faire, comme c'est tout nouveau chez Instagram, forcément, il n'y a pas d'historique. WhatsApp, c'est beaucoup développé. Surtout, alors WhatsApp est très utilisé par les gens qui travaillent à l'international parce que vous le savez, vous avez des conversations téléphoniques et vidéo gratuites, effectivement, de par le monde entier. Hein. Donc, c'est pour ça que c'était déjà assez utilisé, mais il y a une vraie explosion de WhatsApp depuis le confinement. Et c'est très intéressant parce que dans WhatsApp, on s'aperçoit qu'on commence à aller sur du pair à pair, c'est-à-dire que le chef lance une question et tout le monde commence à papoter ensemble. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas structuré comme une classe virtuelle, par exemple, ou un Zoom où moi je parle tout seul. Ça veut dire que chacun peut prendre la parole. Voilà. Donc, ça, bon, évidemment, c'est limité, mais c'est gratuit. Après, donc, il y a d'autres solutions qui peuvent être payantes. Tout est bon, mais ça permet d'utiliser le smartphone aussi à des fins professionnelles. Donc, bien, pas bien, enfin, tout est bon en la matière. Alors, comme le temps avance, donc ça, c'est des choses dont vous avez peut-être entendu parler avec des petites choses dessus, ou si vous n'avez pas entendu parler, à vous de réfléchir. Quels sont les outils que vous allez utiliser pour justement capitaliser vos réunions. Voilà. Et donc, ça permet de travailler le synchrone et l'asynchrone. Si tout le monde ne peut pas venir à la réunion, ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas voir le contenu de la réunion après. Je voulais, je regarde un peu je voulais vous parler de Miro. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Miro.com? Donc, n'hésitez pas à le marquer. Alors, Miro, c'est vraiment intéressant. C'est quand on fait des réunions qui sont des réunions collaboratives. Donc, c'est un tableau blanc sur lequel on peut faire du mind mapping. Donc, c'est gratuit à hauteur de suffisamment pour les réunions. C'est-à-dire que quand vous avez le mind mapping, vous avez la possibilité sur le tableau blanc de mettre des post-it. Alors, évidemment, quand vous faites un mind mapping qui soit en présentiel, voilà, là, vous faites la même chose, mais en numérique. C'est-à-dire que chacun peut écrire sur le tableau et tout le monde voit ce qui est écrit sur le tableau. Et on sait qui a écrit. Pareillement, vous pouvez faire un dessin
et que les gens vont commenter directement. Donc, si vous présentez un dessin que vous faites vous-même sur le tableau blanc, bah, chacun va apporter ses commentaires en disant non, c'est pas comme ça, comme ça. Pareillement, vous pouvez faire aussi des plannings. Vous présentez un planning et les gens changent le planning et ils le changent tous ensemble. Donc, tout le monde le voit. Ça veut dire que soit vous leur permettez de rentrer sur le tableau blanc, soit vous le faites vous-même en fonction de ce qu'ils vous disent, mais tout est bon, ça vous permet d'avoir un outil collaboratif. C'est hyper intéressant pour faire des nuages de mots, pour faire du brainstorming, pour faire des choses comme ça. Vous écrivez sur le tableau, hein, comme on le fait traditionnellement. Ça vous permet d'utiliser ces tableaux. On rentre facilement dedans, c'est assez ergonomique. C'est gratuit jusqu'à… Il y a une partie présentielle, gratuitielle, pardon, qui est assez importante. Donc, essayez-le. Si ça vous plaît, bah, adoptez-le. Vous avez la possibilité de faire du mind mapping collaboratif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui vous écrive et qui écoute chacun et puis qui essaie de faire une synthèse, bien chacun, vous écrivez la première question et puis chacun amène sa réponse. Et chacun porte sa réponse sur l'arborescence de l'autre. Pour ceux qui connaissent le mind mapping, qui est une façon d'organiser les idées un peu en brainstorming, voilà, mais structurée d'une certaine façon qui est un peu comme celle du cerveau. Voilà. Et donc, à la fin, il y a une cartographie qu'on peut envoyer à tout le monde, que tout le monde peut recevoir en PDF. C'est plutôt pas mal. Donc, quand on dit la réunion, est-ce qu'elle doit être 1.0, 2.0 si j'utilise Zoom et que je parle tout seul, ou que j'utilise ce qu'on a ici, effectivement, c'est du 1.0. Alors, peut-être que dans ma structure, le chef a toujours raison parce qu'il parle. Pas de souci. Sauf que vous allez voir que c'est frustrant parce qu'au bout d'un moment, vous dites, moi aussi, j'ai des choses à dire. J'aimerais bien m'exprimer. Évidemment, si vous êtes 300, 200, etc., il y a peu de chances qu'on s'exprime tous en même temps. Donc, on peut poser des questions, on peut faire des choses comme ça, on va y revenir. Mais si vous êtes sur des petits groupes, on sait bien que les petits groupes fonctionnent bien jusqu'à une douzaine à peu près. Et donc, des outils comme Miro, bah, c'est très pratique. Si vous n'êtes pas tous sur le même site, l'avantage, c'est que chacun donne son avis et surtout, à la fin, tout est comptabilisé. C'est-à-dire, comme chacun écrit sur le tableau, bah, à la fin, tout le monde reçoit le tableau avec ce sur quoi il s'est engagé. Voilà. Et donc, voilà, comme dit la personne qui n'a jamais utilisé de mapping collaboratif, bah, faites-le. Dans le pire des cas, vous êtes planté, bah, vous le refaites à l'ancienne. Si vous entraînez, alors si vous avez une ou deux personnes qui vous aiment bien, bah, vous entraînez avec eux. Si vous avez deux, trois managers que vous connaissez, bah, faites à tour de rôle. Mais vous apercevez que c'est bête comme chou. Et les gens seront très contents de participer. Hein. On sait très bien que dans la ligne hiérarchique, on aime bien dire les choses. Et bien, dans les gens qui sont à l'écoute, ils aiment bien dire aussi des choses. Voilà. Et donc, si on leur laisse la main, on s'aperçoit que ce n'est pas plus bête qu'autre chose. Et là, encore une fois, l'idée de Miro, avec tous ces outils-là qui sont présentés, il y a 4-5 qui sont pas mal, bah, ça veut dire qu'évidemment, il faut poser la bonne question pour avoir les bonnes réponses. Et quand on décide un plan d'action de façon très classique, bah, dans ces cas, la fois d'après, on dit on en est où de ce plan d'action? Rien n'est plus frustrant que de mobiliser des gens, de les exciter sur des solutions pour après dire on passe à autre chose. Si c'est le cas, parce qu'on n'est pas le centre du monde non plus, il faut s'expliquer. Il faut se dire, bah, ça, on s'est mis en stand-by parce que ceci, cela. Par contre, ça leur permet de faire leur deuil, parce que si vous ne prenez pas la peine, alors qu'ils ont donné quelque chose, de leur donner une valorisation de ce qu'ils ont donné, ici, on est pris pour des marionnettes. Donc, forcément, si vous les obligez, ils vont le faire parce qu'ils sont payés pour ça, mais ils sont payés pour ça et vous développez des comportements et des stratégies de mercenaires. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que vous êtes mauvais, ce qui n'est pas la même chose. À un moment, bah, les gens, ils ont envie de participer. Et pour vous, ce qui est assez génial, c'est que vous travaillez moins, et puis derrière, vous n'avez pas besoin de leur vendre la solution, puisque c'est eux qui l'ont trouvée. Donc, en termes de management, c'est top. Et vous animez, c'est-à-dire vous n'acceptez pas toutes les solutions, c'est-à-dire vous animez les solutions. À la fin, la solution est collaborative, mais collaborative et validée par vous. C'est bien ça, c'est une nouvelle façon d'animer et cette façon de gagner en autorité. Et tout le monde, même s'ils ne le disent pas, ont conscience que c'est grâce à vous que les choses avancent. Donc, c'était… Alors, je voulais donner un peu pour… Moi, j'aime bien Trello. Alors, c'est la gestion de projet, un collaboratif ou pas. Moi, je l'aime bien parce que j'aime bien son ergonomie. Je l'utilise pour stocker mes idées. Voilà. Donc, regardez-le, c'est un outil supplémentaire. Je voulais, avant de… Ce que je n'ai pas mis, mais parler des… Quand on réunit des gens, on peut faire des choses ensemble. On peut travailler sur du collaboratif. Alors, vous voyez bien que tous les outils que je vous donne, vous n'allez pas tous les essayer. Hein. Sinon, au bout d'un moment, les gens ils se disent « c'est bon, il a fait une formation. » quoi. Donc, vous allez en prendre un, vous allez l'essayer. Petit à petit, vous avez une courbe d'apprentissage. Il y en a un deuxième, un troisième. Puis vous verrez qu'il y a toujours plein de nouveaux qui arrivent. Donc, ce qui est intéressant, c'est les prises de notes collectives. Si vous êtes dans l'univers Google, vous avez les Google Docs. Si vous avez des gens qui travaillent, par exemple, vous pouvez travailler sur l'équivalent de PowerPoint, qui est Microsoft, hein, ou Word, c'est-à-dire que vous pouvez écrire à 2 mains, 3 mains, 4 mains.
Et donc, quand on écrit un texte à 3-4 mains, chacun a sa couleur et on voit qui écrit quoi. Mais essayez l'expérience, si le collaboratif vous intéresse, en distanciel, c'est-à-dire chacun de chez soi écrit un texte, alors pour une raison que, évidemment, il faut trouver un prétexte qui soit légitime, mais chacun écrit un texte en même temps. C'est hyper passionnant, ça demande, c'est un exercice hein, de partage. On voit que les gens nous prennent la main à ce moment-là, on voit, ils avancent plus vite que nous et à ce moment, on avance plus vite qu'eux. Et donc, il y a un travail collaboratif sur des outils qui est assez extraordinaire, testé avec des choses comme Google Doc, hein, donc des choses très simples. Mais il y a d'autres outils qui permettent de faire rentrer les gens dans le collaboratif. Et à la fin, si vous travaillez avec des gens qui sont sur un PowerPoint, et dans ces cas-là, le PowerPoint est fait, tout le monde l'a fait ensemble. Ce n'est pas la peine que les gens vous le renvoient puisqu'il est fait. Et à la fin, on conclut, est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vous le renvoie à tous. Et puis après, voilà, maintenant, il est validé et on peut le valider ensemble si c'est l'objet de la réunion. Et donc, ce sont des outils assez intéressants qui sont très, très accessibles. Hein. J'en donne quelques-uns, mais vous avez toujours des équivalents. Fort de ça, vous avez aussi les prises de notes collectives. Alors, effectivement, là, je parle tout seul. D'abord parce qu'on me l'a demandé, donc voilà, parce que c'est aussi une façon de vous montrer une façon de penser, un cadre un peu particulier. Vous donnez plein d'outils et quand je parle tout seul, j'avance plus vite. Le seul élément, c'est comme vous ne donnez pas beaucoup d'informations et vous avez la gentillesse d'en mettre sur le… Mais comparativement, vous en donnez moins que moi, ce qui fait que si vous me donnez beaucoup d'informations, ça prend plus de temps, mais vous l'appropriez davantage. On verra si vous avez le replay, je ne sais pas s'il sera. En tout cas, peu importe. En tout cas, vous avez des matériaux, vous avez le support. Dans le support, ce qui n'est pas noté, c'est des prises de notes collectives. C'est un bel exercice quand effectivement vous aviez Evernote, mais Evernote est payant, ce qui n'est pas gênant. C'est pas très cher, mais voilà. Donc, vous avez d'autres qui sont gratuits comme OneNote, voilà, où il y en a d'autres. Tout est bon. L'avantage des prises de notes collaboratives ou collectives, c'est le fait de dire que je fais une conférence, chacun met son petit commentaire. Autrement dit, on fait ce qu'on appelle du rich media, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et tout le monde met son commentaire et ses questions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut chacun partir avec son commentaire, parce que moi, j'aime bien mes prises de notes, puis je ne supporte pas les autres. Moi, je reste sur mes fondamentaux, vous avez complètement raison. Ou alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir les remarques des autres. Et donc, quand dans un groupe de 30, 50, 100 personnes, etc., il y a des gens qui ont des choses à dire, moi, ça m'intéresse, il y a un tel que je ne connais pas bien, mais j'aime bien ce qu'il dit. Et donc, de j'aime bien ce qu'il dit deviennent quelque part influenceurs de mon idée. C'est-à-dire que je trouve que c'est malin ce qu'il dit, ça correspond bien, il dit mieux ce que moi je saurais dire, par exemple. Et inversement, hein, ça tourne. Mais ça veut dire que les prises de notes collectives sont très intéressantes. Et puis à la fin, vous imprimez tout ce qui est, enfin, vous vérifiez quand même sur la modération, mais ça vous permet d'imprimer très rapidement sur comment la conférence, comment la présentation, suivant l'exercice, a été perçue. Donc, c'est très intéressant. Vous avez là-dessus, avec des outils qui sont passionnants, si vous utilisez Periscope, pour vous entraîner, c'est pas mal pour faire des lives. Vous avez les cœurs. Voilà, c'est des choses qu'on peut rajouter dans quasiment toutes les applications. C'est-à-dire que vous avez des cœurs. Alors, pour l'entreprise, je ne sais pas si le cœur est bien, mais ce qui est très intéressant, c'est quand les gens sont d'accord. Voilà. Ou quand ils ne sont pas d'accord, vous pouvez faire des tomates, enfin, trouver des systèmes qui sont assez sympas, un peu sur les filtres de Snapchat. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez les gens, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et quand ils sont d'accord ou pas d'accord, dans ces cas-là, il reste 5 minutes pour aborder les trucs et astuces d'animation de réunion à distance. Il me semblait qu'on avait jusqu'à 16h30. Alors, s'il reste… donc, je vous invite aussi à voir Klaxoon. Klaxoon et Bicast, c'est à peu près la même chose, deux entreprises françaises de deux régions différentes. C'est la façon d'organiser le présentiel et les habituer à utiliser des applications pour le numérique. Et bien, inversement, vous reprenez la même plateforme si vous avez l'habitude des entreprises. Le fait de dire, eh bien, vous reprenez ça pour dire quand quelqu'un parle, eh bien, vous utilisez Klaxoon pour faire des nuages de mots, pour donner des avis, pour faire des questions. Si ce sont des outils que vous avez l'habitude d'utiliser, Bicast est moins cher, mais surtout, il donne un volet gratuitiel qui est plus important. Donc voilà. Et je vous cite Framasoft qui présente tous les outils qu'on avait au-dessus, mais c'est un peu le village gaulois de cette association de développeurs lyonnais. Dans ces cas-là, c'est un peu le village gaulois. Vous avez et tout ça est gratuit hein, sur Framasoft. Donc n'hésitez pas si vous êtes militant de la chose, c'est intéressant. Et puis il n'y a pas de gestion de données. Donc les trucs et astuces,
Le webinaire termine à 16h30. Donc, si vous aviez… la classe virtuelle est de 2 heures, tout à fait, absolument. Donc, merci. Donc, j'ai un doute, donc très bien. Donc, premier élément, donc, une fois que vous avez choisi vos outils, ben, vous faites en fonction. Sauf qu'un outil ne fait pas la réunion. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la première question, c'est en quoi c'est extraordinaire. En quoi ce que je fais est intéressant. En quoi ça sort de l'ordinaire, extraordinaire. Si c'est pour faire comme d'hab et que c'est pénible, dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner que les gens, finalement, ne soient pas intéressés. Beaucoup de réunions ne sont pas intéressantes. Il faut se poser la question, que ce soit en présentiel ou en numérique, en quoi je peux le rendre intéressant. Alors, c'est la même chose, hein, je veux dire. Ça veut dire que si je fais une réunion sur laquelle, par exemple, je parle d'un problème particulier, on peut très bien inviter des gens dans une réunion. J'invite un influenceur ou quelqu'un qui est là depuis longtemps dans l'entreprise, quelqu'un qui est une personne qui a connu l'entreprise depuis longtemps, qui est quelqu'un d'important dans l'état d'esprit de l'entreprise, et je lui pose des questions. Et donc, le fait de le mettre en lumière dans la réunion ou que ce soit lui qui parle, ça intéresse toujours plus les personnes, si c'est une personne qui est bien choisie. Dans ces cas-là, les gens se disent c'est intéressant. Prenez par exemple sur le management, quand vous interrogez, si vous parlez un peu d'éthique en management, demandez-leur comment c'était à l'époque, pour des personnes qui vont partir à la retraite, comment c'était à l'époque, qu'est-ce qui change et quel est l'avenir de l'entreprise. Évidemment, on ne prend pas quelqu'un d'aigri, mais ça veut dire que vous apercevez que même les gens qui sont des gens un peu avec une certaine faconde, quand on les met dans cet état-là et que vous les accompagnez, ils donnent des choses assez extraordinaires. Donc, ça veut dire que, et comme c'est extraordinaire parce que vous avez fait l'effort de choisir quelqu'un d'extraordinaire, dans ces cas-là, vous apercevez que les gens vont vous écouter. Pareil, quand on dit qu'il faut faire de la qualité, quel que soit le sujet, quand on dit qu'il faut faire de la qualité, il faut faire du chiffre, etc., ce n'est pas inintéressant d'aller faire un benchmark. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un d'une autre entreprise, plutôt pas concurrente, hein, c'est mieux par rapport, mais sous réserve de l'autorisation préalable de vos structures, hein, on met ça de côté. Mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui acceptent, même dans des structures un peu compliquées. Dans ces cas-là, vous interrogez quelqu'un qui n'est pas du secteur pour vous dire « moi, je fonctionne comme ça ». Et ça paraît hyper intéressant des gens qui sont dans un métier, qui sont enfermés avec une certaine consanguinité dans l'entreprise, de se dire à côté, ils fonctionnent avec ça. Ils se disent, et pourquoi pas nous? C'est pas forcément pour… Alors, évidemment, vous avez choisi quelqu'un qui répond à vos problématiques, mais dans ces cas-là, c'est un regard extérieur. Et ça permet de décentrer, d'amener une vraie discussion. Quand on parle de gens qui ont été en difficulté, des burn-out, ou des gens qui travaillent, qui voient le management avec une certaine éthique, quand on fait des choses qui sortent de l'ordinaire, donc il faut d'abord se poser la question, c'est quoi l'ordinaire du management? Et donc, comment est-ce que je fais de l'extraordinaire? Si on parle des chiffres, ce qui est ordinaire, c'est dire on va faire à peu près 10% de plus chaque année. OK, donc c'est à peu près, de toute façon, chaque année, on fait un peu plus. Bon, c'est par principe. Donc ça, c'est ordinaire. Donc l'année suivante, quand vous allez dire on va faire plus, et sans doute avec moins, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous faites des challenges, si vous faites justement, on aimerait faire quelque chose de complètement nouveau, vous utilisez un tableau blanc, du brainstorming, vous utilisez des outils comme ça que les gens n'ont pas l'habitude, donc qui ne sont pas dans leur ordinaire, alors dans ces cas, cet extraordinaire va capter leur attention. Et si vous savez piloter une réunion, dans ces cas-là, vous allez jusqu'au bout de la réunion. Et les gens, à la fin, se disent waouh. Et ils diront waouh même en numérique. Parce qu'en fait, vous avez fait l'effort de vous adresser à un public. Si vous dites, de toute façon, on est obligé de faire ça, je lis le texte qu'on m'a donné parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui l'a écrit, déjà, c'est pénible pour vous, c'est pénible pour ceux en face. Donc, trouvez des façons de rendre les choses intéressantes. Voilà. Demandez, par exemple, donnez la main à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la réunion vous-même, vous lancez la réunion, posez le cadre, vous demandez à quelqu'un, pas forcément le numéro 2, mais quelqu'un qui peut être d'expliquer lui comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, vous apercevez que vous mettez de l'attention dessus, vous rendez vivant vos réunions, qu'elles soient présentielles, qu'elles soient numériques, c'est exactement pareil. Donc, qu'est-ce que vous faites que vous n'avez pas l'habitude de faire? Donc, ça, c'est la grande question pour réussir. Et si vous dites, je fais comme d'hab, étrangement, vous allez voir ceux en face, ils vont faire comme d'hab, ils vont s'ennuyer. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir avoir plus de talent parce que vous n'avez pas fait le travail de préparation. D'accord? Alors, le truc et astuce, parce que j'ai vu qu'il y avait des vraies demandes sur le truc et astuce, outre les trucs et astuces que j'ai déjà donnés avec les supports, dans les trucs et astuces, il y a une préparation. Dans la préparation, c'est le fait de se dire, quand on prépare ces réunions-là, il faut voir le cadre dans lequel on est. Alors, le cadre dans lequel on est, une fois qu'on a choisi l'ordinaire et l'extraordinaire, on se dit, ce qui est intéressant, c'est de faire ça autour de midi.
Pourquoi? Parce que la lumière est là la plus forte et la plus blanche. Ça dépend de la lumière que vous avez chez vous. Si c'est vous qui êtes le manager et que vous avez une lumière avec des lumières, ces lumières jaunes, ça fait vintage, quoi. Voilà. Alors, quitte à faire vintage, autant prendre des filtres ou télécharger les filtres qui sont de Snapchat, Snap Cinéma, et vous avez des filtres que vous pouvez vous amuser avec. Donc, c'est déjà mieux que… Mais quand vos lumières ne sont pas bonnes, ben, faites attention à la lumière. Vous apercevez que vous avez des lumières blanches, qu'on appelle des light ou des ampoules light blue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des ampoules qui étaient comme si on était midi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elles sont blanches et donc ça vous donne une lumière qui est une lumière qui est intéressante. Et donc, la façon de faire, c'est d'en avoir deux d'un côté et de l'autre, comme ça vous êtes un. Et l'idéal, c'est d'avoir une troisième, donc, même si c'est une lampe, il faut enlever l'abat-jour bien sûr, mais derrière, vous la mettez derrière vous, faites donc une lumière en triangle. Et donc, vous apercevez que vous êtes lumineux. Et donc, bien sûr, ce que vous allez dire est déjà lumineux, mais en plus, ça va être lumineux. Voilà. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Pareil, sur le son, ce qui est intéressant, on peut le faire d'un smartphone. Ce que je vous invite à faire, si vous en faites quelques-unes, c'est prenez un micro-cravate. Le micro-cravate, si vous le faites n'importe où, ça vous permet, alors il faut mieux se mettre dans un endroit où il n'y ait pas trop de bruit, pas trop de son. Mettez un micro-cravate, ça permet justement de mettre vos embouts. Si vous en mettez deux, ça coûte 15 € hein, ou 10 €, donc vous pouvez l'acheter, bien sûr en note de frais, bien évidemment, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous bougez, vous avez, déjà il ne faut pas trop bouger pour pas que ça frotte, mais sinon, quand vous bougez parce que vous êtes vivant, dans ces cas-là, vous apercevez que les gens vous suivent et la qualité du son est ainsi faite. Pareil, vous pouvez prendre des micros qui sont des micros à 50, 100 €. Donc, l'entreprise peut investir une fois le micro, ça dure assez longtemps. Donc, ça veut dire que ce sont des gros micros qu'on utilise pour la radio et ça permet d'enlever le souffle qu'il y a derrière. Et ça permet d'entendre beaucoup mieux. Voilà, la qualité du son. Pareillement, vous essayez, si vous apercevez que votre Wi-Fi est mauvais chez vous, mais que vous allez l'utiliser beaucoup parce que le télétravail, on vous le demande ou parce que c'est votre décision. Dans ces cas-là, bah, vous augmentez votre Wi-Fi. C'est-à-dire que sur les prises, vous avez des systèmes qui accroissent le Wi-Fi parce que la borne Wi-Fi qui est la vôtre ou votre box n'est pas bonne, tout simplement, parce que géographiquement, il y a ceci, cela, et bien ça coûte 100 €. Voilà, 100 €, vous la mettez dans les pièces dans lesquelles vous voulez qu'il y ait du Wi-Fi, vous êtes capable d'avoir du Wi-Fi, donc ce n'est pas un investissement, enfin bon, c'est un investissement, mais ce n'est pas non plus inacceptable. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, il suffit de le brancher et donc vous n'avez pas de programmation. Le Wi-Fi est amplifié en la matière. Donc, le son est intéressant. Et si d'aventure le Wi-Fi est trop bas, dans ces cas-là, parfois, donc c'est pour ça que vous faites des tests avant, passez en 3G, 4G. Demain, la 5G va arriver. Pour certaines zones, ça sera encore mieux en termes de qualité de son, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par du Wi-Fi. Donc ça, c'est à vous d'essayer suivant l'endroit où vous êtes. Donc, vous voyez, ces outils-là, il faut un peu les préparer. Donc, quand vous avez la lumière qui est plutôt une bonne lumière, quand vous avez le son qui est plutôt un bon son, bah, finalement, il ne vous reste plus qu'à être bon. Voilà. Donc, c'est ça un peu l'élément qui est important. Donc, ça, en termes de préparation, voilà comment fonctionner. En termes de préparation, vous avez aussi derrière le fait de raisonner en punchline. C'est-à-dire que quand vous discutez, il faut apprendre à parler, mais comme on le fait en présentiel, on s'aperçoit que le temps des réunions est de plus en plus court. Voilà. Donc, comme le temps des réunions est de plus en plus court, ben, il faut être de plus en plus impactant. Vous le savez, parce que si vous faites du management, on vous a parlé du storytelling, vous avez utilisé des choses comme ça, il faut apprendre à raconter des histoires, quel que soit votre style d'histoire. Mais il faut avoir des histoires qui tiennent la route. Voilà. Aujourd'hui, le storytelling, c'est des choses qui dataient d'il y a 10 ans quand même. Hein. Donc, c'est en 2008, quand Salmon a sorti sur le storytelling, il a fait découvrir le storytelling en France. 2008, bon, ça fait un certain temps, quoi. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, il a fait un ouvrage qui, en 2019, il a fait un ouvrage qui est l'ère du clash. C'est-à-dire que quand on aborde des sujets, il faut essayer de parler vrai. Si c'est pour dire qu'on est tous une grande famille, etc., bon, on sait bien que c'est ce qu'on appelle du politiquement correct. Donc, grosso modo, c'est que vous n'avez rien à dire. Et quand vous faites 1 heure dessus, on peut faire 1 heure dessus, on s'aperçoit qu'on n'a rien appris. Voilà. Dure bien 1 heure, même s'il y aurait quelques minutes supplémentaires. Très bien. Donc, effectivement, on va aller plus vite. Donc, pour l'animation, bah, c'est tout simplement le fait de se dire que sur l'animation, ça consiste à dire, est-ce que je parle seul? Est-ce que je donne la parole à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'interviewe quelqu'un? C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler en public. Si vous dites maintenant, tu prends la parole, tu expliques les choses, vous lui portez un problème qui est un peu lourd. Dire, moi, je ne suis pas d'accord, j'ai des idées, c'est une chose, mais quand il faut les exprimer pendant 5-10 minutes, même 5-10 minutes, c'est assez compliqué.
Le conseil que je vous donne, c'est de poser des questions. Préparez avec lui des questions. Et donc, dans votre questionnement, vous allez rebondir, etc. Vous allez vous entraîner, sans faire des talk shows, mais vous allez vous entraîner à donner la parole et poser des questions là-dessus. L'avantage, c'est quand quelqu'un d'autre parle, vous n'êtes pas sous la pression et donc vous pouvez gérer le chat, vous pouvez poser des questions à tout le monde, voire même envoyer des questionnaires avec des Google Forms, des choses comme ça, ou si vous avez des Picast ou des choses comme ça, vous utilisez ça pour animer. Comme dans n'importe quelle réunion aujourd'hui, on essaie de rendre les gens de plus en plus acteurs. Alors, quel ROI? Eh bien, tout dépend de pourquoi vous faites votre réunion. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites la réunion, si c'est juste pour transmettre de l'information, je vais vous dire, faites une vidéo, faites pas une réunion. Envoyez une vidéo à tout le monde et vous débarrassez le problème et vous évitez de gérer, d'occuper le temps de cerveau disponible, comme certains ont dit, de vos collaborateurs. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ben, ne le faites pas. Faites de la vidéo tout seul, faites un PDF et vous l'envoyez à tout le monde. Un mail, ça suffit largement, pas peine de s'exciter dessus. Donc, si vous avez une raison de faire ça, c'est-à-dire que vous leur demandez eux-mêmes de rendre quelque chose, eh bien, développez de plus en plus la remontée de la coproduction, c'est-à-dire vous leur laissez la main, vous posez le cadre avec des outils qu'on retrouve, comme par exemple les Word Café fonctionnent très, très bien sur ces outils-là. Les gens, si vous avez des outils de classe virtuelle, comme on dit dans la formation, ben, vous pouvez les faire travailler en petits groupes. Donc, vous réutilisez la même licence, il n'y a pas de gêne. Et dans ces cas-là, c'est hyper intéressant, chacun chez soi, surtout quand on a des sites qui sont éclatés. Dans ces cas-là, le retour sur investissement, c'est est-ce qu'on a produit quelque chose? Et donc, le retour sur investissement véritablement, alors, on peut écouter Klaxoon qui dit qu'il augmente avec sa solution, il augmente de 30% l'efficacité du présentiel. Pourquoi pas? Je ne sais pas comment ils l'ont calculé, sans doute de bonne façon. Mais le vrai retour sur investissement, c'est qu'est-ce que j'attends d'eux? Si j'attends d'eux qu'ils soient porteurs et qu'ils s'engagent, alors il faut qu'ils s'engagent non pas après la réunion, les réunions qui disent il faut le faire, on doit le faire, etc. C'est des réunions qui sont de l'ancien temps, c'est qu'il faut qu'ils le fassent pendant la réunion. Et donc, il faut leur laisser la main pour qu'ils puissent apprendre pendant la réunion. Et à ce moment-là, ils sont capables de se porter et de le porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réunion, ce n'est pas de l'information, c'est le fait, parce que plus je fais de l'information, moins le passage à l'acte se fait. Il faut vraiment que le passage à l'acte se fasse quand on est ensemble. Autrement dit, si là, j'avais quelque chose à vous demander, là, je vous dirais, eh bien, voilà, je vous donne cette diapo, cliquez dessus, cliquez tous ensemble dessus, et j'attends que tout le monde clique dessus. Et comme je vous mets une pression avec le groupe, vous allez cliquer dessus, l'engagement sera beaucoup plus important parce qu'effectivement, je suis là. Si à la fin, tout le monde s'engage dans sa tête en disant « c'est sûr, je vais cliquer dessus », il est quasiment sûr que l'écrasante majorité ne cliqueront jamais dessus. Donc, c'est bien quand on crée ces moments de communion, ces moments où on met de l'énergie collaborative, ensemble, on s'agite, on dit la contagion émotionnelle. Dans ces cas-là, il faut profiter de ça pour enclencher l'engagement. Et derrière, mon engagement, je sais ce que j'en fais. Et donc, ça revient à dire, est-ce que j'ai préparé ma réunion? Pareil sur mes entretiens, quand il y a quelqu'un qui est à valoriser, qu'est-ce que je mets derrière? Une fois que je l'ai valorisé, qu'est-ce que je fais avec lui? Et donc, derrière, je dois avoir une stratégie qui n'est pas forcément à donner pendant la réunion, mais je me dis, je sais ce que je fais à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est plus facile d'établir un plan et de le changer que de se dire, je tape au coup par coup. Parce qu'à un moment, on a tendance à se sentir dépossédé, ne plus être en maîtrise du sujet. Voilà les trucs et astuces qu'on pouvait donner. Je vais vous laisser un peu de temps. Merci à Stéphane pour toutes ces explications. Donc, il y a une question qui revient souvent, qui est sur la durée maximale des réunions à distance, puisqu'en effet, y a-t-il vraiment une durée optimale et maximale pour… La réponse, c'est non. Il n'y a pas de durée optimale maximale. La vraie durée, c'est qu'est-ce que vous faites à l'intérieur. Si je parle tout seul, on peut considérer que 1h30, 2 heures, c'est bon, maximum. Avec quelqu'un qui sait rebondir, qui sait se poser des questions tout seul, qui sait animer. Mais sinon, la meilleure façon, vous pouvez faire une demi-journée complète à condition que vous leur donnez des temps. C'est-à-dire à un moment, vous dites, maintenant, vous allez sur le tableau interactif, vous rédigez des choses, je vous laisse 30 minutes et chacun va travailler tout seul. Donc, vous pouvez prendre une demi-journée complète à condition de l'organiser avec des temps. Comme dans n'importe quelle réunion ou formation, quand on forme des gens, soit on a qu'un canal, soit on utilise plusieurs canaux, et en général, il n'y a pas une personne qui parle en conférence. En général, on fait des ateliers, des choses comme ça, où les gens s'entraînent. Donc, à vous d'écrire votre histoire. Très bien, merci Stéphane pour tous ces enseignements. Donc, on a bien noté qu'il fallait en effet bien cadrer les réunions, un objectif,
de bien également poser le cadre, de verrouiller les propos, les décisions. Également favoriser l'engagement pour que les réunions soient efficaces et que ça ne soit pas trop descendant. Et puis, en parallèle, avoir des outils qui soient adaptés à ces besoins. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci à tout le monde. Je rappelle aux participants que vous recevrez donc les supports dans les 48, le support dans les 48 heures et également que Stéphane anime sur 2 heures cette fois-ci le même sujet le 28 avril. Et donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet comundi.fr pour pouvoir voir le programme et vous inscrire si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais avec des mises en pratique cette fois-ci. Oui. Absolument. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir.